Déjà, merci à tous d'assister un peu à ce rump, c'est sympa, c'est le premier pour moi, donc si à la fin vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner, c'est toujours bon à prendre. Euh, Mon sujet d'aujourd'hui, ça sera Google Fuchsia. Alors Google Fuchsia, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, on en a entendu parler la première fois, il me semble, en année, c'était 2016. Donc à l'époque, moi et comme beaucoup de personnes, on se disait bah c'est encore un des mille et un projets que Google crée et tue, comme les Google Glass ou encore plein d'autres. Sauf que maintenant, bah on est en 2020, le temps a passé et il y a eu beaucoup d'évolutions. Et j'aimerais justement vous présenter un peu toute cette évolution qu'il y a eu, enfin surtout où est-ce qu'on en est maintenant, et un peu les spécificités et différences que propose Google Fuchsia. Surtout que Google Fuchsia, faut savoir que il est plutôt basé sur un OS qui sera pratique plus pour le développeur que pensé pour l'utilisateur, en partant du principe que en tant que nous développeurs, si nous c'est pratique pour nous, on fera des choses extraordinaires pour les utilisateurs. La première chose déjà, c'est un peu en quoi est composé l'OS de Google Fuchsia. Google Fuchsia est, on va dire, un peu structuré de couches, les unes qui s'emboîtent par-dessus les autres. Déjà, on peut parler de Zircon, qui est le kernel en lui-même. On va le détailler un peu plus tard, qui lui va s'occuper donc tout ce qui est access matériel, va manipuler un peu l'hardware. Par-dessus va se rajouter Garnet. Garnet qui lui va plutôt gérer tout ce qui est entre guillemets moteur graphique, système de mise à jour, installation des logiciels. Par-dessus Garnet, il y a Peridot qui lui, on va voir ce que ça implique, va gérer tout ce qu'on appelle les modules dans Google Fuchsia. Et enfin, par-dessus Peridot, il y a Topaz. Topaz, c'est un peu ce que vont voir les utilisateurs quand ils vont être sur leur smartphone, sur leur PC. Ça va être tout ce qui est visuel, tout simplement le design, l'heure, l'interface, etc. Alors déjà, pourquoi avoir fait cette chose un peu structurée, hormis les noms où j'ai pas trouvé de pourquoi du comment. Déjà, ça va permettre pour les développeurs de s'ils veulent toucher à un aspect précis, ils peuvent. C'est-à-dire que tout est déjà tout est libre d'accès, tout est complètement en open source. Mais surtout, si j'ai envie de toucher à Topaz, je peux toucher à Topaz sans toucher à Peridot. C'est un des aspects fondamentaux de Google Fuchsia. Alors aussi, qu'est-ce que ça implique au-delà de ça? C'est même que on utilise entre guillemets uniquement ce dont on a besoin. Prenons un exemple. J'ai envie d'utiliser Fuchsia pour mon PC. Je vais prendre l'ensemble de Zircon jusqu'à Topaz. Maintenant, imaginons j'ai envie d'installer Fuchsia pour ma brosse à dents électrique, ce qui a pour but de pouvoir être faisable. Et ben j'ai pas spécialement besoin de Topaz, donc je pourrais le retirer et juste mettre ce dont j'ai besoin. Un autre avantage aussi, c'est plus pour Google, c'est eux, au niveau d'une mise à jour, ils peuvent taper directement là où ils ont besoin sans toucher à l'architecture complète. Alors maintenant, d'un point de vue un peu plus graphique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec l'ensemble de Google Fuchsia? Alors, ça, c'est pas des vrais screens, ce sont des slides visuels qui ont été conçus, mais l'idée, c'est de marcher par des espèces de cartes, en fait, où chaque carte va intégrer une application. Une carte n'est pas une application, c'est une carte intègre une application. L'idée c'est de pouvoir mettre plusieurs cartes, par exemple comme sur ce screen, sur sur son écran, en comptant que chaque carte va être active. Ça va pas être juste une carte où quand on la touche, elle sort du background pour être faite. Mais ça va plus loin que ça, c'est pas juste du multi-fenêtré, c'est-à-dire qu'on peut concevoir sa propre carte. Par exemple, je vous avais dit qu'il y avait gestion des modules, parce qu'en fait les applications dans Google Fuchsia ont pour but de fonctionner entre guillemets par module. Prenons un exemple, Twitter a son module donc fil d'actualité, mais il a aussi son module qui permet moi de tweeter. Prenons uniquement ce module qui permet de tweeter. Je vais sur YouTube, il y a le module commentaire et il y a le module de la vidéo. J'intègre uniquement le module de la vidéo et hop, je viens de créer entre guillemets ma propre application avec toute la vidéo, avec un endroit pour tweeter sans tout l'encombrement de Twitter. Donc ça, c'est un exemple très simple, mais vous imaginez bien du coup tout ce que ça intègre derrière pour l'utilisateur et la liberté en tant que nous de développeurs de ce que ça intègre. Maintenant, tout ça c'est bien, mais Google et la sécurité, on se pose souvent des questions. Alors au-delà même de où vont nos données, parlons un peu d'un point de vue sécurité de ce qu'implique cet OS.
Alors déjà, il faut bien prendre en compte que Zircon, ça n'a rien à voir avec le kernel Linux, c'est vraiment quelque chose de complètement à part. Prenons un peu l'exemple du kernel Linux qui est, où on peut comparer à un kernel tout simplement comme celui-ci affiché, qui est un peu la base d'un kernel monolithique, où là, le kernel englobe une grande partie, allant du syscall jusqu'au socket en passant par le network, et le userland qui lui se retrouve juste à gérer certains process, etc. Un gros souci que ça implique, c'est imaginons il y a un module USB qui se retrouve avec un memory corruption, et ben il se retrouve à avoir accès à l'entièreté du kernel. Et vous imaginez bien tous les soucis que ça pose. Et ben, là où Google Fuchsia réfléchit un peu les choses autrement, c'est se baser un peu sur un micro-kernel. Alors ce ne sera pas spécialement un micro-kernel parce qu'ils ont quand même 170 syscalls, ce qui n'est pas rien. Mais l'objectif étant de mettre un maximum de process dans le userland pour limiter l'accès à n'importe quel attaquant au niveau du kernel. Alors maintenant, on peut aussi voir au-dessus la composition un peu des components que je vous avais parlé précédemment et leur interaction avec le kernel. L'idée étant toujours que si moi en attaquant j'arrive à me retrouver là où je ne suis pas censé être, je pourrais pas me déplacer librement dans le kernel, je serais obligé de me déplacer latéralement. Pour revenir un peu aux components, ces derniers, nous, on peut les écrire en différents langages, allant du CPP, du C au Dart, au Go, au Rust, au Java. Actuellement a été intégré plus récemment la gestion pour le graphique de Flutter. Mais l'idée c'est vraiment que de laisser une certaine liberté à l'utilisateur. Alors je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai essayé de toucher un peu à différents aspects de ce que amène Google Fuchsia. C'est très compliqué de vous faire l'intégralité de tout ce que ça apporte. J'ai pu le tester rapidement sur mon PC. En résumé, c'est pas spécialement commercialisable actuellement, mais ça promet. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi, je vous en prie, c'est le moment. J'en ai une. Du coup, c'est un OS pour téléphone et PC, du coup. Pour les deux. Exactement. Les deux sont intégrés et du coup, ça supporte bien tous les langages de ce que tu as testé ou c'est possible de dev dessus dans plein de langages de base ou genre le C c'est tout aussi galère que de code en C sous Windows et tu finis par faire des trucs un peu obscurs et c'est pas très adapté. Alors, ouais, effectivement. Alors, je vais répondre à tes deux questions, on va dire point par point. Là, premièrement, effectivement, le but de l'OS étant d'être adaptative, c'est-à-dire qu'elle puisse autant gérer d'être sur une ampoule que d'être sur un PC. C'est de gérer un peu ce côté scalable avec ce principe de couche. Pour ce qui est de coder, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était pas spécialement commercialisable, c'est-à-dire que rien que pour build l'OS, pour intégrer un peu des components, c'est une galère monstre au point où moi j'ai pas pu créer mon propre component. Après pour des soucis de temps etc forcément j'ai pas pu pousser des milliers des cents. Mais théoriquement c'est fait pour être pour pouvoir gérer les différents langages que j'ai cités tels que le C, CPP, Dart, Go, Rust, Java. Mais en pratique actuellement c'est pas assez développé pour qu'on le commercialise. Ouais, faut attendre un peu avant d'avoir des vrais résultats pour voir si ça vaut vraiment le coup, quoi. Exactement. Moi je me demandais, vu que la partie kernel est vraiment réduite au minimum, est-ce que ça fait qu'avoir certains trucs essentiels au fonctionnement de ton OS qui tournent en userland, ça ralentit pas un peu l'utilisation, notamment tout ce qui était socket, t'as dit que c'était en userland, etc. par exemple? Alors, ouais, et je comprends tout à fait la question. Ça mériterait de faire un test en situation réelle qui n'est actuellement pas possible. L'OS se vantant de booster ses performances, je peux retrouver la phrase en question. En fait, leur technique pour pseudo-technique, entre guillemets, c'est de vraiment baser tout en asynchrone, bombarder de l'asynchrone. Mais effectivement, c'est sûr que pour l'instant, on peut pas savoir ce qu'il en est réellement. Ok, merci.
Moi j'ai une question aussi, est-ce qu'il y a un lien entre ça et Chrome OS? La manière dont l'architecture que tu décris rappelle beaucoup celle de Chrome OS. Ouais, effectivement, je peux comprendre la comparaison. C'est vu plutôt comme quelque chose de complètement indépendant. Il y en a même qui disaient est-ce que ça va pas remplacer Chrome OS, est-ce que ça va pas juste remplacer Android. J'en profite que tu poses la question pour préciser que Google et toute l'équipe qui est autour de Fuchsia précisent bien que Fuchsia n'a pas pour but de remplacer une quelconque OS. C'est une OS indépendante qui est juste pour but de se proposer dans le marché, mais pas de remplacer le marché. Espérons que c'est répondu à ta question. C'est parfait. Tout est bon. Je vais reposer une dernière question. Sur le système de cartes, j'ai pas 100% compris la manière dont tu l'as expliqué, mais genre, t'as dit qu'on pouvait build nos propres cartes à partir d'éléments qui provenaient d'applications. Donc de prendre le chat de Twitter par exemple et de l'incorporer à autre chose, c'est ça? Exactement. Alors, ça mériterait de voir. Il y a des petites démos, enfin des pseudo-démos. C'est d'ailleurs d'une de ces démos que vient cette image. Le but étant effectivement de récupérer une partie de chaque application pour créer sa propre carte et avoir entre guillemets sa pseudo-propre application. Donc, Ok. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais compris, mais du coup par conséquent ça demande aux applications d'être adaptées à l'OS. Enfin, on est d'accord que c'est pas n'importe quelle application Android que tu vas pouvoir porter et récupérer pour. Enfin, tu vas pas pouvoir importer ton. Admettons que maintenant sur ton PC t'installes le VS Code actuel, tu peux pas emporter la partie texte, éditeur de texte et la mettre avec un chat Twitter, etc. Tu vois. Ça demandera complètement une adaptation des applications sur ce point-là. Ouais, va falloir recode la totalité de. Enfin, adapter à l'OS du coup. Au même titre que quand on va sur iOS, on est obligé de rebuild son application. Ok. Moi j'avais juste aussi une question, je sais plus si tu l'avais dit, mais est-ce qu'il y a des spécificités concernant l'architecture sur laquelle c'est... Enfin, est-ce que c'est uniquement pour ARM ou ça marche aussi pour les Intel-based, etc. Alors, on en a deux actuellement, effectivement, je n'ai pas abordé le point, on en a deux actuellement qui sont gérés. Je ne les ai pas actuellement en tête, je t'enverrai le lien dans le talk. Là où tu peux retrouver, ils ont créé officiellement un site qui s'appelle fuchsia.dev où il y a l'entièreté de ce genre de petites questions. On a accès à toute la partie API, les graphiques, etc. Ok, nickel, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la main à la suite.